Étudiant de 18 ans agressé à Paris hier soir. Jean-Marc Ayrault a pris la parole dans l'hémicycle pour un hommage solennel. On l'écoute. Qu'il est important que la représentation nationale s'exprime de façon solennelle et sache se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire de défendre sans faiblesse, sans hésitation, sans aucun doute, les valeurs républicaines. Ce qui s'est passé hier soir, dont nous avons eu connaissance tardivement, mais dont les radios et les télévisions ont parlé tôt ce matin, c'est-à-dire la mort d'un jeune homme, Clément Méric, victime d'une agression, victime d'un crime odieux, hier, a profondément troublé les Français, les a indignés, pas seulement nous, les membres, vous, les membres de la représentation nationale ou les membres du gouvernement, mais les Français dans leur immense majorité, qui ne se reconnaissent pas ni dans la haine, ni dans la violence, qui la refusent et qui veulent qu'on la combatte avec la plus grande fermeté. Je tiens à le dire ici devant mesdames et messieurs, vous les sénateurs, c'est la volonté du gouvernement, c'est l'engagement du gouvernement, il est total et il sera sans faiblesse. J'ai été informé juste avant cette séance par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, que les auteurs présumés de ce crime avaient été arrêtés. Ils sont plusieurs. Je fais toute confiance à la direction régionale de la police judiciaire sous l'autorité du parquet pour mener au bout cette enquête. Je ne doute pas que la justice fera preuve de la plus grande sévérité, tout simplement en application des lois qui sont celles de la République. Mais c'est vrai qu'en cet instant, comme vous, je pense aux parents de Clément Méric, qui ont déjà, dans leur histoire familiale, connu d'autres drames, qui aujourd'hui sont profondément touchés par ce qui leur arrive. Et donc je voudrais leur exprimer notre solidarité, notre affection la plus totale. Je voudrais dire aussi notre soutien à tous ces jeunes étudiants qui font leurs études, qui aussi savent défendre des idées, mais qui les défendent avec les mots, avec la vigueur qui convient, mais en refusant la violence et en refusant la haine. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est non seulement de veiller à ce que ces idées ne prospèrent pas, qu'elles ne trouvent pas leur place, mais c'est aussi de trouver les réponses juridiques, politiques, pour que tous ces mouvements racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, qui sont contraires à toutes les valeurs de la République, soient combattus, y compris par les moyens de droit tels que vous l'avez évoqué. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, j'ai demandé à la garde des Sceaux d'étudier toutes les possibilités qui permettront de tailler en pièces, en quelque sorte, de façon démocratique, sur la base du droit, ces mouvements d'inspiration fasciste et néo-nazie et qui font tort à la République et qui font tort à la France. Ils sont ultra minoritaires, mais parfois ils veulent tenir le haut du pavé avec des armes, des coups de poing américains ou d'autres moyens. Mais c'est d'abord la haine qui les inspire, avec des idéologies qui ont fait tant de mal à la France, qui ont fait tant de mal à l'Europe. Elles n'ont pas complètement disparu, nous le savons. Donc, en tout instant, en tout moment, nous devons les combattre et le gouvernement les combattra. Et je suis sûr qu'à chaque fois que cela sera nécessaire, le Parlement soutiendra. Merci d'y veiller, nous y veillerons ensemble. Voilà, vous avez entendu le Premier ministre pour cette déclaration assez longue, mais qu'il fallait absolument faire dans l'hémicycle, à propos évidemment de l'agression mortelle dont a été victime Clément Méric à Paris. Avec nous, le ministre des Relations en charge des relations avec le Parlement, Alain Vidalies. Bonjour. Bonjour. Alain Vidalies, le Premier ministre a parlé d'arsenal législatif qu'il faudrait peut-être mettre en vigueur. En tout cas, il charge la garde des Sceaux, il charge le ministre de l'Intérieur de trouver des solutions. Ces solutions, elles n'existent pas déjà pour anéantir ces groupuscules ? Oui, ce que veut dire le Premier ministre, c'est qu'il demande au ministre de l'Intérieur et à la garde des Sceaux de procéder aux vérifications pour savoir si les conditions juridiques qui permettent de prendre des décisions, qui sont des décisions graves,
puisqu'il s'agirait de remettre en cause l'existence d'une association ou d'un groupe si ces conditions sont réunies. Et je crois que c'est tout l'honneur de la République de répondre par des arguments de droit à la barbarie. C'est aussi une façon de rappeler notre attachement à l'état de droit. Excusez-moi de relancer cette question, mais si cet arsenal existe aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas tout simplement la loi ? Parce qu'il y a des conditions pour vérifier, c'est une décision qui est prise. On peut prendre un décret pour, par exemple, Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire ? Ce qu'on peut faire, c'est prendre une décision de dissolution, qui est une décision grave dans une démocratie, et qui est prise en Conseil des ministres. Et donc ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'il demandait à la garde des Sceaux et au ministre de l'Intérieur de procéder à la vérification pour voir si le Conseil des ministres pouvait être saisi d'une telle demande. Donc il peut y avoir une éventualité pour qu'en futur Conseil des ministres, on peut imaginer la semaine prochaine, pour que cette décision puisse être prise en Conseil des ministres. C'est une hypothèse, le sens bien sûr, de la vérification auquel il est procédé actuellement. Autre question évidemment sur ce qui s'est passé à Paris. Manuel Valls a déclaré que cette violence porte la marque de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il a voulu dire et est-ce que vous pensez la même chose ? Oui, on pense la même chose. Comme vous le savez, 4 personnes ont été arrêtées, qui sont impliquées dans cette affaire. À ce stade, et sans trop donner de détails, je peux vous dire que l'identité de ces personnes confirme leur appartenance à un groupuscule d'extrême droite. Donc les jeunesses nationalistes révolutionnaires, c'est ce groupe, est-ce que vous pouvez nous confirmer ? Oui, c'est le nom du service d'ordre d'un groupe un peu plus important. Qui est ? Tu ne peux pas aujourd'hui utiliser des informations qui sont en voie de vérification, mais on est bien dans cette mouvance et on est bien face à un groupuscule d'extrême droite. D'extrême droite, mais qui n'a pas de rapport avec le Front National. C'est quelque chose que vous pouvez nous confirmer aussi ou pas ? Pour l'instant, les informations que l'on a, c'est bien ce groupuscule-là et apparemment uniquement lui qui est concerné. Évidemment, sur Twitter, vous imaginez que c'est un peu la folie. Hein. On a beaucoup entendu parler notamment de récupération politique de la part de la gauche. C'est des élus de droite qui le disent, et notamment une élue, Rachida Dati. Vous comprenez ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que vous pouvez parler de récupération politique ? Je pense que c'est un commentaire d'une grande médiocrité. Dans ces moments-là, quel que soit le gouvernement, tous les élus républicains doivent avoir qu'une seule réponse, n'avoir aucune tolérance vis-à-vis de ceux qui sont les ennemis de la République. Et de ce point de vue-là, je trouve assez détestable la réaction de Madame Dati, qui au surplus est une élue EMP et une ancienne garde des Sceaux. Unité nationale, on l'a bien compris. Bien sûr. Alain Vidalis, parlons un petit peu de votre projet de loi qui a été débattu à l'Assemblée nationale, en tout cas qui sera débattu à l'Assemblée nationale, qui a été examiné en commission. Soyons très clairs, la transparence des élus, il semble qu'il y a un compromis qui ait été accepté entre les députés, les sénateurs bien entendu, et vous, le gouvernement. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus, nous détailler un petit peu plus, par exemple sur les déclarations de patrimoine? Elles seront disponibles, on pourra y avoir accès, mais on ne pourra pas faire la publicité. C'est loin de votre projet de loi quand même. Écoutez, l'essentiel de ce projet de loi, qui est une grande avancée, c'est d'abord de partir du constat. Aujourd'hui, les parlementaires font une déclaration de patrimoine qui est transmise à une commission de la transparence et ça reste dans les bureaux de la commission de la transparence. Aujourd'hui, les déclarations d'intérêt ne sont pas obligatoires. On part de là. Ce qu'il y aura après ce texte de loi, ils feront une déclaration d'intérêt qui sera publique, mise sur le site de la haute autorité. Déclaration d'intérêt. Mais qui pourrait y avoir accès ? Tout le monde sur la déclaration d'intérêt, tout le monde, et c'est l'essentiel puisque c'est destiné à lutter contre quoi? Contre les conflits d'intérêts, et ça répond à une première exigence qu'ont tous les citoyens, et ils ont raison, c'est que l'action de leurs élus soit d'abord guidée par l'intérêt général et jamais perturbée par des intérêts particuliers. Il y aura là une réponse forte. Deuxièmement, les citoyens veulent savoir, et dans tous les cas être certains, que l'évolution du patrimoine de leurs élus n'est pas une évolution anormale qui pourrait entraîner des soupçons. D'où la déclaration de patrimoine qui sera déposée en préfecture et consultable par tous les citoyens. Ces citoyens, et j'insiste, ont créé un droit d'alerte citoyenne. Ça n'existe dans aucun pays. Les citoyens pourront aller consulter le patrimoine et alerter la haute autorité. Mais ne pas en faire état, ne pas faire de publicité, c'est bien ça, on est d'accord. Ne pas le publier. Très clairement, que ce ne soit pas publié dans les médias. Vous estimez que c'est un bon compromis qu'il y a eu entre les élus et le gouvernement? Je pense que ça correspond à la feuille de route du président de la République. C'était la publication du patrimoine et le respect de la vie privée. Je pense que ces deux paramètres sont respectés et que le droit d'alerte, qui est une création très importante, sera au rendez-vous. Alain Vidalis, tout ça est né bien sûr de l'affaire Cahuzac. Est-ce que vous estimez qu'avec votre projet de loi aujourd'hui, on ne pourrait plus avoir d'affaire Cahuzac? C'est une question légitime.
à partir du moment où M. Cahuzac avait fait une déclaration de patrimoine à la haute autorité et une déclaration d'intérêt. D'abord, la haute autorité aura plus de moyens. Aujourd'hui, elle n'en a pas beaucoup. On va lui donner tous les moyens d'investigation de l'administration fiscale, y compris la mise en application des conventions internationales. Premier moment où les choses auraient pu être vérifiées. Mais le deuxième, il y avait bien, on le sait aujourd'hui, des gens qui, dans le Lot-et-Garonne, savaient où se poser les questions. Ils auraient été consultés, ils auraient pu alerter la haute autorité. C'est bien aussi avec cet exemple qu'on a fait ce texte de loi. Merci beaucoup Alain Vidalis. On parlait d'hommage évidemment. Il a été état encore une fois sur Clément Méric de la part évidemment de tous les sénateurs et du président du Sénat qui a pris la parole au tout début des questions et bien avant les questions d'actualité. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il est des crimes qui ne frappent pas seulement les personnes, qui ne heurtent pas seulement les consciences. Il est des crimes qui meurtrissent notre République. Hier soir, Clément Méric, jeune étudiant devant qui s'ouvraient les promesses de la vie, a été sauvagement agressé par des éléments d'un groupuscule qui tient la République en horreur. La représentation nationale condamne avec la plus grande fermeté cet acte de haine qui soulève l'indignation et la colère. Ce crime odieux appelle à la plus grande vigilance et à la mobilisation face au risque de résurgence d'une idéologie qui constitue un véritable danger pour la démocratie. Notre République doit être forte face à des groupes qui la bafouent. Elle doit être implacable avec ceux qui foulent aux pieds nos valeurs fondamentales de respect de la dignité humaine, de liberté d'expression et de fraternité. Il nous appartient de porter ces idéaux et ces valeurs contre l'intolérable. En votre nom à tous, mes chers collègues, j'adresse mes pensées et ma plus profonde sympathie à la famille de Clément Méric et à ses proches. Hommage du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, à Clément Méric. Avec nous, deux sénatrices. Chantal Joanneau, bonjour. Bonjour. Sénatrice UDI. Et avec nous également Laurence Rossignol, sénatrice socialiste. Bonjour. Et porte-parole de ce parti socialiste. Tout d'abord, une question, parce que vous avez posé la question au Premier ministre, et notamment sur le rôle d'Internet. Et ce que l'on peut faire pour aller à la recherche de ces groupuscules. Est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui? On parle de Twitter, mais on parle aussi d'autres réseaux Internet. Vous avez posé cette question. Est-ce qu'il y a suffisamment de choses qui sont faites par la loi? Écoutez, c'est sûr que ces groupes ont envahi Internet, les individus, et qu'ils sont extrêmement visibles. C'était vraiment leur premier lieu de propagande. Je crois qu'il faut s'inspirer de ce qu'on a fait en matière de lutte contre la pédophilie sur le cyberespace, pour mettre en place des moyens aussi grands et aussi efficaces contre les groupuscules et les individus des groupes néo-nazis, extrême droite, etc. Je ne sais pas si on en fait assez, je ne suis pas au cœur du dispositif du ministère de l'Intérieur, mais je pense que c'est une des vraies clés d'accès et de démantèlement. C'est une clé d'accès et de démantèlement de ces réseaux. Chantal Joanneau, sur ce point, après évidemment on parlera de cette agression, sur ce point Internet aujourd'hui, c'est un vrai problème parce qu'il y a ces groupuscules, mais il y a bien d'autres choses sur Internet. Vous connaissez bien aussi un petit peu ce monde parce qu'au Sénat vous travaillez beaucoup sur cette question aussi de la jeunesse notamment. Oui, sur Internet, effectivement, la difficulté de ces groupes, c'est qu'ils peuvent ne pas avoir d'existence juridique, mais ils ont une existence via Internet et via leur mode de diffusion. Donc sur Internet, il y a ça, il y a les problèmes de pédophilie, il y a les problèmes d'exploitation sexuelle. Et on a en les appels à la haine, ce qui est les appels à la haine, à l'homophobie. Alors on a un office central de lutte contre la cybercriminalité qui effectivement est très centré et très efficace sur la lutte contre la pédopornographie, avec des systèmes automatiques de détection des images et de recoupement des images, et qui a suffisamment de moyens aujourd'hui probablement effectivement pour aller plus loin contre ces groupes. Est-ce que vous sentez, Chantal Joanneau, qu'il y a une forme de récupération politique de cette agression aujourd'hui ou pas? On l'a vu, on l'entend beaucoup depuis ce matin. Un crime est un crime. Voilà. Donc la récupération politique autour de ce sujet, qui en réalité témoigne d'une chose, c'est que la violence se banalise et que ce n'est pas de la politique, ça. Donc un crime est un crime. Il n'y a pas de récupération politique possible devant un crime.
Laurence Rossignol, sur ce point très précis, très précis. évidemment, parce que sur Internet, encore une fois, je me répète, mais c'est vrai qu'il y a un déferlement sur la toile. En tout cas, on parle de récupération politique de la gauche. Vous vous sentez un petit peu visé, peut-être? Non, mais cette agression est politique. On ne peut pas faire comme si on s'en était pas aperçu. C'est pas un fait divers, c'est pas un accident. C'est un jeune militant antifasciste et syndicaliste qui a été brutalement assassiné par des skinheads se revendiquant de l'extrême droite. C'est une agression politique. Et sa mort est liée au fait qu'il est un militant politique et antifasciste. Il a été assassiné par des individus d'extrême droite. Donc c'est politique. Donc il est bien entendu normal qu'il y ait une émotion politique par ailleurs qui s'exprime. Et c'est l'occasion, je crois, que la République, l'ensemble de la communauté politique rappelle son attachement à nos valeurs communes. Et il y a eu tout à l'heure, pendant la séance, des interruptions et des propos qui ont été indignes de nos collègues qui auraient bien mieux fait de se taire. Alors ça, on n'a pas entendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? On n'a pas entendu. Des collègues qui ne savent pas se tenir au moment où il faut se tenir, voilà, et qui ne peuvent pas s'empêcher de faire c'est le respect, c'est ce que vous avez dit. Je leur ai dit, il y a des moments où le silence c'est le respect, en effet. Je voudrais vous parler un peu du climat politique, Chantal Joanneau. On a beaucoup accusé, et on entend aussi depuis ce matin, depuis qu'on a entendu cette information, on dit que c'est de la faute de ce qui s'est passé ces dernières semaines à propos du mariage pour tous. Les manifestations contre le mariage ont provoqué ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez cette impression-là, ou est-ce qu'on a totalement faux? Je pense que malheureusement c'est beaucoup plus grave. Je vous invite à relire le livre de Dominique Régnier qui avait eu le prix du livre politique, La pente fatale des populismes, et bien avant le débat sur le mariage pour tous. Alors c'est vrai que dans le cadre de ce débat, on est allé toujours plus loin dans la provocation, on est allé toujours plus loin dans justement la dégradation des institutions et de la politique en général. C'est vrai qu'il y a eu des choses extrêmement choquantes, mais c'est un événement conjoncturel qui s'inscrit sur un fond structurel qui est très bien décrit dans ce livre. C'est-à-dire dès lors que le populisme se banalise dans son propos, à savoir une élite corrompue face à une classe, un peuple oublié, bah ces dérapages sont possibles. Donc la montée du populisme, Laurence Rossignol, pas oui, que ça visiblement. Je partage en partie ce que vient de dire Chantal Joanneau. Cependant, il ne faudrait pas croire qu'il y a une espèce de fatalité et que les événements qui s'accumulent n'y sont pour rien. J'ai observé que pendant les mois qui viennent de s'écouler, ces groupes d'extrême droite avaient pu parader, s'afficher, profiter d'événements politiques pour être de plus en plus présents et de plus en plus actifs. Événements politiques, c'est quoi? C'est le mariage pour tous? Oui, ils ont été présents dans des manifestations, ils ont été là, ils ont été actifs, ils ont été violents à la fin de ces manifestations. On a vu dans ces manifestations, en effet, une cohabitation entre la droite et l'extrême droite qui était là véritablement de la récupération politique, surtout depuis qu'on sait maintenant qu'une bonne partie des dirigeants de l'UMP qui manifestaient, en fin fond d'eux-mêmes, n'étaient pas opposés au mariage pour tous et qu'ils ont fini par l'avouer à leurs meilleurs amis. Donc on est là dans quelque chose de très politique. Collusion, c'est bien ça? Je parle de porosité et de présence ensemble au même endroit. Et il eût fallu, je l'avais dit à l'époque, il eût fallu que l'UMP soit plus clair dans le fait de dire qu'ils ne voulaient pas manifester avec un certain nombre de gens et qu'ils n'avaient pas leur place à côté d'eux. Et quand on joue un peu avec le Front National, qui lui-même joue avec ses groupuscules, à un moment donné, tout ça donne un bouillon de culture extrêmement mauvais. Et en ça, je rejoins ce que disait tout à l'heure Chantal Joanneau en référence au livre de Dominique Régnier. Mais Chantal Joanneau, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laurence Rossignol, que tout ça découle de ce qui s'est passé ces derniers mois? Je n'ai pas dit que ça découlait. J'ai dit que c'était pas indépendant. Indépendant, voilà, soyons très clairs. Heureusement, ça ne découle pas. Ce qui est le plus grave, c'est qu'il y a un terreau fertile et favorable. Voilà. Il y a une réalité. C'est ce populisme dont vous nous parliez à l'instant. Il y a une réalité, c'est que ce qu'on entend actuellement, on ne l'entendait pas ou on n'imaginait pas l'entendre. Voilà. Ça va assez loin. C'est cette parole qui s'est libérée, c'est ce qu'a dit Manuel Valls. Mais maintenant, il suffira pas d'interdire ces groupes pour résoudre le problème. Le vrai débat, juridiquement, effectivement, c'est un vrai message de la société, mais il suffira pas d'interdire ces groupes pour résoudre le problème. C'est ça le plus grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème si vous déjà, avez des solutions? Il y a notre propre crédibilité de politique qui joue. Effectivement, il faut qu'on soit absolument, comment dire, clean, quoi. Voilà. Vous avez l'impression qu'il y a une perte de crédibilité du politique? C'est pas une impression. C'est une question. Donc non. Je vous attends votre réponse. Donc la réponse, c'est que c'est une certitude. Laurence Rossignol. Non, ce que je veux dire, c'est que le populisme, c'est une chose, les groupuscules néo-nazis, c'en est une autre. Et ces groupuscules sont fort heureusement quand même très minoritaires, et c'est des poignées d'individus, et souvent, c'est pas des aigles, hein, voilà, intellectuellement. Donc, mais ceci dit,
Hier, il y avait un colloque qui se tenait au Sénat sur la droitisation de la société française. Et j'entendais un politologue qui expliquait que dès lors que le principal parti d'opposition, l'UMP, accepte de voisiner avec le Front National, reprend à son compte une série de ses thèses, de ses mots, de ses idées. Dès lors qu'on contribue à institutionnaliser le Front National, par effet mécanique, ça libère un espace à la droite, à l'extrême droite de l'extrême droite, et ça donne de la place à ces groupuscules. Donc et la place est libre, c'est ce que vous voulez dire? La place, l'institutionnalisation du Front, à laquelle participent tous ceux qui les banalisent, contribue aussi à laisser de l'espace pour ces groupuscules. Chantal Jouanneau. Je pense qu'il faut quand même aller chercher. Ah non, mais je trouve qu'il faut peut-être aller. Je suis pas à l'UMP, je suis à l'UDI, mais il faut quand même un peu aller chercher. Vous étiez à l'UMP, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez quitté ce parti. Oui, il faut aller chercher un peu loin pour aller refaire porter la responsabilité à l'UMP. J'ai quitté effectivement l'UMP parce que je partage pas des visions dont celles que vous avez développées. Et pourtant, vous les partagez jusqu'à présent. On ne manifeste pas aux côtés de Monsieur Collard. Point à la ligne. Donc je l'ai quitté. Non, là où je tique, c'est que ces groupes se nourrissent effectivement d'une culture populiste banalisée et que dans cette culture populiste, il y a des mouvements d'extrême droite et il y a des mouvements d'extrême gauche et qui font effectivement un fond où tout ça prend très bien. Enfin, il faut chacun qu'on mesure la gravité de ce qui se passe actuellement. Cet événement, même si c'est un individu, cet événement est extrêmement significatif et grave. Donc ça veut dire que les politiques, la loi doit se pencher aussi sur les groupuscules, qu'ils soient d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche. Quel groupuscule d'extrême gauche on songe? Non mais juste parce que moi je peux citer. Je vous parle de populisme et de discours populistes sur la base de ce que disait Dominique Régnier, sur de discours qui disent voilà, vos élites sont toutes corrompues, ce qui est faux. Quand j'entends des choses sur les élus, c'est monstrueux. Et vos élus oublient le peuple, ce qui est faux aussi. Chaque fois qu'on renvoie au dos à dos la droite et la gauche en disant que c'est la même chose, d'un certain point de vue, on nourrit le populisme et l'antiparlementarisme. Parce que l'antiparlementarisme, c'est le nid du populisme. Mais par ailleurs, il faut faire attention parce que qu'est-ce qu'on entend par extrême gauche? Moi, je ne suis pas pour le renvoi dos à dos, genre extrême droite, extrême gauche. Ou alors, c'est des groupuscules à l'extrême gauche, autonomes, radicaux, une mouvance qui existe, que je croise objectivement assez rarement. Mais en tout cas, l'extrême gauche, ce n'est pas le Parti communiste, ce n'est pas le Parti de gauche, ce n'est pas le Front de gauche, qui sont ici au Parlement des groupes parlementaires qui appartiennent totalement à la République. Mais il y avait aussi, on parle aussi de groupes d'extrême gauche, car il faut rappeler que Clément Méric appartenait à un groupe d'extrême gauche, qu'il soit pour la paix ou pour la non-violence. Quel groupe d'extrême gauche? Vous en savez plus que nous. J'ai pas le détail de ce nom de groupe, mais c'est vrai qu'il appartenait. Moi, je sais qu'il appartenait à un collectif antifasciste et à un syndicat étudiant qui s'appelle Sud. Pour le moment, j'ai aucun élément qui me font dire que ce garçon appartenait aussi à un groupuscule d'extrême gauche très violent ou très activiste. Attention au renvoi dos à dos, attention aux victimes qui seraient un peu coupables de ce qui leur arrive. On a connu ça dans d'autres sujets et pour le moment, rien ne permet d'incriminer ce garçon et je pense qu'on ne pourra pas l'incriminer. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'être intervenues sur notre plateau. On va parler de toute autre chose. On va parler de la Turquie. Esther Benbassa va s'installer à votre place. Et en attendant, on va écouter le ministre des Affaires européennes, Thierry Repentin, qui s'exprimait à l'instant dans l'hémicycle sur la Turquie. La France a choisi en mai dernier, effectivement, de tourner avec la position initiale de l'ancien gouvernement et qu'en février de cette année, nous avons dit notre ouverture pour que les négociations reprennent, notamment sur le chapitre 22 de la politique régionale, préalable à toute négociation pour arrimer la Turquie définitivement à l'Union européenne. Nous avons fait donc un geste à l'égard de la Turquie. Mais ce geste ne doit pas être à sens unique. Il faut que les autorités turques fassent preuve aussi d'avancées à l'égard du respect de la démocratie, des droits de l'homme, mais aussi pour qu'elles avancent vers des réformes et l'alignement sur l'acquis communautaire, qu'elles prennent en compte la question chypriote. Pour nous, c'est une question essentielle, et qu'elles soient aussi en coopération sur les questions migratoires. C'est pour cela, Madame la sénatrice, que je verrai la semaine prochaine mon collègue turc chargé des affaires européennes, M. Bağış, et je le rencontrerai dans cet esprit à la fois d'ouverture, mais aussi d'exigence, qui, je pense, peut réunir l'ensemble des parlementaires dans cet hémicycle. Thierry Repentin, ministre des Affaires européennes. Esther Benbassa, bonsoir. Merci de venir s'exprimer sur notre plateau sur ce qui se passe actuellement en Turquie. On peut le dire, vous avez la triple nationalité, israélienne, française, turque. Vous êtes né en Turquie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Turquie? Il y a d'énormes manifestations, il y a eu un mort également.
Qu'est-ce qui se passe dans la société turque ? La société turque est une société qui, depuis longtemps, est laïque et qui, actuellement, est soumise à un islam rigoriste. Monsieur Erdogan, fort de ses 2 victoires électorales, est déçu de l'Europe, sachant que les Turcs ne veulent plus rentrer dans l'Union européenne, puisqu'il y a seulement un tiers qui le veut. Alors, il ne montre plus son visage de démocrate islam, disons à l'instar de la démocratie chrétienne, mais montre son vrai visage d'un islam rigoriste. À cela s'ajoute un autoritarisme. Pardon ? On pensait que la Turquie, c'était un État laïque ? Oui, mais depuis l'arrivée d'Erdogan, les choses sont en train de changer et les gens qui étaient descendus dans la rue parce qu'ils en ont assez que leur ville soit bétonnée et qu'on construise à la place d'un parc qui était le poumon vert de la ville, une caserne ottomane, dans laquelle on mettrait un centre commercial. Mais vous voyez un peu. Pour cela, il y a aussi des privations de liberté, visiblement. Oui, mais je vais pas de raison aussi de boire de l'alcool, c'est un exemple, mais c'est un exemple frappant. C'est pour cela aussi que la jeunesse descend dans la rue. Oui. Il n'y a pas que la jeunesse, il faut peut-être le rappeler. Oui, il n'y a pas que la jeunesse, puisque des femmes sortent dehors avec leurs casseroles, elles battent le rythme. Mais ces gens sont descendus d'abord pour cela. Hein. Et ensuite, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, puisque la place de Taksim, où les manifestants se regroupent, c'est une place emblématique du kémalisme et en plus, tous les 1er mai démarrent de cette place. Alors, une fois descendus dans la rue, ils étaient très peu qui étaient dans le parc, qui se trouvaient dans le parc. Devant les violences policières, le mouvement s'est exprimé sur les libertés individuelles et cette réunion, ce rassemblement pacifique est devenu un mouvement de revendication contre ce qui se passe concernant les libertés individuelles, les droits de l'homme. Et puis, vous savez, ces derniers temps, l'alcool est interdit, les hôtesses de Turkish Airlines ne peuvent pas mettre de rouge à lèvres. Donc c'est le modèle turc qui est en train d'être remis complètement en cause ? Oui, je crois que c'est pas seulement le modèle. Je crois que l'essor économique a fait que Erdogan a doublé d'autoritarisme et que on est en train de se trouver dans un pays d'une grande modernité, mais qui n'a pas le modèle démocratique à l'occidental. Et dans Parce que le modèle économique, il marche plus 5% de croissance, ce qui est énorme en ce moment, en temps de crise. C'est une bulle économique et comme les Turcs sont déçus, se sont tournés vers le monde musulman de l'Est de la Turquie, ça fait que la Turquie investit énormément. Il y a beaucoup d'investissements aussi étrangers, mais aussi bien venant du monde musulman. Alors tout ça fait une bulle, mais toute la population n'en profite pas. Merci beaucoup Esther Benbassa nous avoir un peu éclairé un petit peu sur ce qui se passe actuellement en Turquie. On n'en parle peut-être pas assez, en tout cas sur notre antenne. Voilà, c'est fait, on a parlé de ce qu'il se passe et notamment de ces manifestations en Turquie. Merci beaucoup, en tout cas merci de nous avoir suivis pour On refait la séance. À très vite sur notre antenne. Bonne soirée.